Les investisseurs institutionnels sont des organismes collecteurs d'épargne dont les engagements ou les actifs sont réglés par un texte législatif ou réglementaire. Les rendements tirés de leurs investissements leur permettent de couvrir leurs engagements à moyen ou long terme. La particularité des investisseurs institutionnels réside dans le fait qu'ils ne disposent pas directement des capitaux qu'ils investissent. Ils agissent pour le compte des ayants droit souscrivant à leur contrat. Par conséquent, la gestion des actifs est particulièrement réglementée. Elle est institutionnelle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'équipe. Qu'est-ce que c'est que les investisseurs institutionnels et quel impact est-ce qu'ils pourraient avoir sur des mouvements? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Stache, passionné de crypto. Ça fait déjà plusieurs années, mais tu le sais sûrement. Sur cette chaîne, tu vas trouver l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, ainsi que des interviews exclusives, des tutos pour améliorer tes gains et diminuer tes pertes, et pas mal d'autres contenus. Mais pour aujourd'hui, on m'a demandé sur le canal Telegram de Stache de faire un classement des institutionnels Bitcoin. Et si tu veux, à la base, ce thème de vidéo me plaît pas énormément parce que les institutionnels, perso, je m'en fous un petit peu. Moi, je préfère me concentrer sur les projets et sur les stratégies d'investissement. Mais étant donné que sur cette chaîne, c'est vous qui avez la parole, eh bien, j'ai décidé d'aborder quand même le thème, mais de le faire d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire, on va tout d'abord voir qui sont ces investisseurs institutionnels? Parmi ces investisseurs, lesquels investissent peut-être dans ces nouveaux ETF Bitcoin dont on parle énormément? Je te laisse aller voir ma vidéo précédente sur ce sujet. Mais j'ai décidé de creuser la question d'une manière un petit peu différente en me disant, tiens, on parle beaucoup de manipulation de marché. Bull market, bear market, le fait de taper le pic du Bitcoin et d'avoir un retournement baissier aussi spectaculaire, c'est forcément que derrière, il y a de gros investisseurs qui décident de prendre la décision en même temps. Et donc, de ce fait-là, je me suis posé la question, est-ce que ce ne seraient pas ces investisseurs desquels on va parler qui feraient pas la pluie et le beau temps sur le marché crypto? C'est ce que je me suis dit avant. Et bien, dans cette vidéo, je vais te répondre à tout. Qu'est-ce qui se passerait si une institution décidait de vendre l'entièreté de ces bitcoins? Quel impact est-ce que ça aurait sur le marché? Au niveau psychologie de marché, au niveau baisse de prix, qu'est-ce que ça pourrait faire? Et ce sujet-là m'a un peu plus intéressé parce que je suis quelqu'un qui aime bien voir les différents impacts. Lorsque je vous parle d'un projet comme le Jasmy il y a quelques semaines et de voir juste derrière le Jasmy qui explose sans aller taper mon buy limit, enculé, eh bien, c'est ce genre de mouvement que j'apprécie. Et un mouvement particulièrement spectaculaire comme ce qu'on peut vivre avec Bitcoin, ça me chauffe. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'année 2024 marque un moment crucial pour les crypto-monnaies. Les investisseurs institutionnels, auparavant prudents, se précipitent désormais sur le marché. Les flux de capitaux atteignent des records à 14,9 milliards de dollars pour 2024, surpassant de loin le précédent record de 10,6 milliards de dollars établi en 2021. Cette évolution permet de transformer radicalement le paysage financier mondial. Et en fait, ces informations, tu peux les trouver relativement facilement. Parce que, tout simplement, la SEC, elle exige des investisseurs ayant sous gestion plus de 100 millions de dollars qu'ils soumettent un rapport trimestriel appelé 13F Filing pour déclarer tout simplement leurs avoirs. La date limite pour cette déclaration, c'était le 15 mai. Et selon les données, la valeur totale de toutes les positions déclarées atteint 5,2 milliards de dollars, répartis entre 929 institutions. Voyons voir tout de suite quelles sont ces institutions. T'en connais sûrement certaines. Surtout, voilà, qu'est-ce qu'elles possèdent? Quel nombre de bitcoins est-ce qu'elles possèdent? On verra derrière quelle peut être leur stratégie, histoire d'avoir des rendements beaucoup plus efficaces. On va parler un petit peu de législation, mais tout de suite, qui sont ces entreprises? La première, et tu la connais sûrement, t'en as déjà entendu parler, MicroStrategy. La firme américaine de veille stratégique dirigée par Michael Saylor est le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin avec 214 278 BTC. Pas mal. Portée par l'optimisme autour du Bitcoin, l'action de MicroStrategy a grimpé de plus de 85%
depuis le début de l'année. Autre institutionnel, Galaxy Digital Holdings. Et on en a déjà parlé dans ma vidéo précédente sur les ETF. C'est une société de services financiers et de gestion d'actifs spécialisée dans le secteur des cryptos et de la blockchain. Fondée par l'ancien gestionnaire des fonds spéculatifs Michael Novogratz en 2018. L'entreprise est basée à New York. Galaxy fait partie des créateurs d'ETF approuvés par la SEC cette année grâce à sa collaboration avec Invesco pour créer le BTCO. À l'heure actuelle, l'entreprise est deuxième du classement avec 17 518 BTC en portefeuille. Et tu vois qu'il y a un énorme écart entre la première institution MicroStrategy et Galaxy, la deuxième. On parle à peu près de 200 000 bitcoins. Troisième institution de laquelle j'avais jamais entendu parler, Marathon Digital, la société américaine de minage de crypto et la troisième, la plus grande détentrice publique de Bitcoin. Cette entreprise qui, elle, est cotée au Nasdaq, détient actuellement 13 716 BTC. Et les actions de la société ont chuté d'environ 10% depuis le début de l'année. Autre institution, et tu la connais, Tesla. Le géant des véhicules électriques dirigé par Elon Musk a acquis 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février 2021. Et bien que Tesla ait vendu une partie de ses avoirs en Bitcoin depuis, l'entreprise détient encore environ 10 000 BTC, ce qui équivaut actuellement à 690 millions de dollars. L'action Tesla a perdu par contre plus de 25% de sa valeur depuis le début 2024. Autre société, Hut 8. La société canadienne Hut 8 est la seule entreprise non américaine parmi les plus grands détenteurs publics de BTC. La firme de minage de crypto détient environ 9100 bitcoins, ce qui équivaut à un peu plus de 600 millions de dollars. Et certaines de ces institutions, outre le fait de posséder elles-mêmes du Bitcoin, certaines ont fait le pari des ETF, quand d'autres sont restées concentrées sur des domaines un peu plus classiques. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Millennium tout d'abord. Millennium Management, société de gestion de fonds spéculatifs, fondée en 1989 par Israel Englander, basée à New York. Elle est reconnue pour sa stratégie multistratégie, qui comprend une diversification de styles d'investissement et de classes d'actifs. Cette société a investi dans l'ETF iBit, iShare Bitcoin Trust, à hauteur de 840 millions de dollars. BothBay Fund Management est une société de fonds spéculatifs basée à New York. Fondée en 2011, elle est dirigée par Harris Glass. Cette société est spécialisée dans une approche multistratégie, investissant dans diverses classes d'actifs et utilisant plusieurs styles d'investissement pour gérer les rendements ajustés au risque. Elle gère 377 millions de dollars nets et a investi dans l'ETF iBit à hauteur de 150 millions de dollars. Autre entreprise, autre institution, Bracebridge Capital est une société de gestion de fonds spéculatifs basée à Boston. Fondée en 1994 par Nancy Zimmerman et Gabriel Sunshine, elle est spécialisée dans des stratégies d'arbitrage de taux d'intérêt et les investissements à revenus fixes. Elle a investi dans les ETF ARKB à hauteur de 434 millions de dollars et aussi 101 millions de dollars dans l'iBit iShare Bitcoin Trust. Alors, comme tu le vois, au niveau des institutions, on connaît certaines entreprises, d'autres on les connaît un petit peu moins. C'est tout à fait logique. Il faut réellement s'intéresser au marché boursier pour s'intéresser à ces institutions. Allez, passons directement à la partie la plus croustillante, celle que j'ai préféré faire, parce que je vous avoue que faire des recherches sur les différentes institutions, c'est sympa, mais calculer une possible manipulation de marché, ça demande un travail d'investigation un petit peu plus grand, et j'ai vraiment kiffé. C'est-à-dire, est-ce que ces institutionnels peuvent manipuler le marché? Oui ou non, et pourquoi? Mais surtout, si un de ces institutionnels décide de manipuler le marché, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur le prix du Bitcoin? Parce que oui, on le sait, les baleines font la pluie et le beau temps sur le marché crypto. Les baleines revendent leur Bitcoin une fois que la masse s'y intéresse et en achètent lorsque le désintérêt est présent. Mais il faut savoir que les institutions étant cotées en bourse sont surveillées de près par la SEC et ne peuvent pas se permettre de manipuler le marché comme c'est le cas tous les 4 ans. Les activités de manipulation de marché sont illégales et réglementées. Et crois-moi, la SEC fait
aucun cadeau. Les grandes entreprises cotées en bourse, comme celles mentionnées, doivent se conformer à des réglementations strictes, ce qui limite leur capacité à manipuler le marché de manière significative sans être détectés par les autorités. La stratégie en fait de ces institutionnels pour gagner de l'argent s'apparente plutôt à du buy and hold sur du très long terme. Par exemple, MicroStrategy qui a principalement adopté une stratégie d'achat et de détention, ils n'ont pas vendu de Bitcoin de manière significative. Tesla, qui lui a acheté, comme on l'a dit, 1,5 milliard de dollars en Bitcoin en février 2021, en a vendu une partie plus tard dans l'année. Elle conserve toujours une quantité significative de BTC et sa revente n'a pas bouleversé le marché comme ça pourrait être le cas. Coinbase, qui lui est aussi une institution en tant que plateforme d'échange, Coinbase détient du Bitcoin en réserve pour ses opérations. Mais sa position est plus dynamique et axée sur la liquidité des transactions plutôt que sur l'investissement long terme. Et Marathon Digital et Earth Height, ces entreprises de minage, peuvent vendre du Bitcoin tout simplement pour les coûts opérationnels et financer leurs activités. Leur vente est souvent liée à la gestion de trésorerie plutôt qu'à des stratégies de marché. Donc en fait, il est totalement impossible que ces institutionnels manipulent le marché ou décident du jour au lendemain de revendre l'entièreté des Bitcoins. D'où les ETF. Et ce qu'on a vu la dernière fois, des ETF qui ne peuvent pas s'amuser à prendre position à l'achat et à la vente pour maximiser les profits. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si une de ces institutions, la plus grosse, MicroStrategy, décidait de vendre d'un seul coup tous ces bitcoins? Quel impact est-ce que ça aurait sur le prix du BTC, mais surtout quel calcul est-ce que tu peux faire pour voir un petit peu l'impact au niveau du prix? Et c'est ce qu'on fait tout de suite avec MicroStrategy et ses 214 778 BTC. En fait, s'ils décident de vendre l'entièreté de leur Bitcoin, ça aurait forcément un impact significatif sur le prix du BTC en raison de l'ampleur de cette transaction. Cependant, il est difficile de quantifier exactement la perte potentielle du prix du Bitcoin sans connaître les conditions précises du marché au moment de la vente. Mais quand même, j'ai réussi à trouver un petit calcul qui peut s'approcher de ce qui se passerait. Il y a plusieurs facteurs à considérer. La liquidité du marché, c'est-à-dire la profondeur et la liquidité des marchés de crypto qui jouent un rôle crucial. Un marché très liquide peut absorber une grande vente avec moins de volatilité des prix, tandis qu'un marché moins liquide verra les variations de prix beaucoup plus importantes. Deuxième point à prendre en compte, le volume de transactions. Le volume quotidien moyen des transactions de Bitcoin sur les principales plateformes d'échange en fait. Une vente massive relative au volume quotidien aura un impact plus important. Et autre point à prendre en compte, réaction des autres investisseurs. Et je te laisse aller voir ma vidéo sur la psychologie de marché pour comprendre cette partie. En fait, la réaction des autres investisseurs peuvent exacerber la volatilité. Une grande vente peut provoquer une panique ou des réactions en chaîne. Mais allez, voyons ensemble une méthode un peu approximative pour estimer cet impact. Il faut d'abord calculer le volume quotidien moyen des transactions en Bitcoin. Et on suppose pour cet exemple que le volume moyen est de 1 million de Bitcoin. Ensuite, il faut déterminer la proportion de la vente. Calculer la proportion de Bitcoin que représente la vente de MicroStrategy par rapport au volume quotidien moyen. Pour faire ce calcul, c'est assez simple. Proportion de vente est égale à quantité de BTC vendue divisé par le volume quotidien moyen. Dans cet exemple, ça nous donne 214 000 divisé par 1 million, qui nous donne que la vente représenterait 21,4% du volume quotidien moyen. Maintenant, pour estimer l'impact, eh bien, le modèle de marché de Kyle en 1985 et d'autres modèles financiers suggèrent qu'une grande vente peut affecter le prix de manière disproportionnée. Une règle de base empirique est que les ventes de grande taille peuvent déplacer le prix de manière significative, souvent plus que proportionnellement. Si on suppose de manière simpliste que chaque pourcentage de volume de vente pourrait déplacer le prix de 0,5%, c'est une hypothèse. 0,5% c'est utilisé comme un bon point médian raisonnable qui permet d'illustrer l'idée générale sans être trop conservatrice ou trop agressive. Une analyse des mouvements de prix historiques du Bitcoin peut suggérer que des ventes massives ont parfois provoqué des baisses d'environ 0,5% ou plus. Mais cette observation dépendrait des circonstances spécifiques de chaque vente et ça ne constitue pas une règle spécifique générale. Et donc pour calculer cet impact approximatif sur le prix, on va faire 0,214 multiplié par 0,5
multiplié par 100. Donc on dit que la vente de MicroStrategy représente 21,4% du volume quotidien moyen. Donc on va prendre cette valeur, ce qui nous donne 0,214. On va le multiplier par la valeur de l'impact qu'on a vu juste au-dessus, c'est-à-dire 0,5. Et on va le multiplier par 100, ce qui nous donne 10,7. Dans cet exemple, une vente de 214 000 bitcoins par MicroStrategy pourrait potentiellement entraîner une baisse du prix du bitcoin d'environ 10,7%. C'est énorme. Ça reste totalement approximatif quand même et personne ne peut le prédire. En réalité, les modèles précis doivent prendre en compte de nombreux facteurs de marché, y compris la liquidité, le sentiment des investisseurs et les conditions économiques globales. Mais imagine-toi que le gouvernement chinois possède plus de 194 000 bitcoins. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Troisième Guerre mondiale. Mais on est d'accord, une chute de 10% du prix du BTC, ça sera un impact énorme. Imagine au pic du bull run, quand tout le monde s'attend à un retournement d'un seul coup, tu as une chute du prix de 10%. Panique, etc. Je te laisse aller voir ma vidéo sur la psychologie de marché qui résume très bien ça. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo est terminée. Oublie pas de t'abonner, de me rétribuer d'un petit like si t'as kiffé. Moi, ça me fait toujours plaisir. Commente pour répondre à mes différentes questions. Et on se dit à très vite. Ciao l'équipe.